Officiellement, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, on va parler de scandale et de moralité à la Haute-Saint-Charles. Alors, on va rentrer dans des détails croustillants de notre histoire locale. Je vais essayer de vous faire croustiller ça pour que on, on se reconnaisse un peu à travers cette histoire commune qui est la nôtre, qui est la vôtre également. Alors, comme d'habitude, vous savez, je vais projeter, euh, je vais partager mon écran, donc projeter mes diapositives de mon PowerPoint. Et là, à ce moment-là, je vais vous perdre un peu, donc je ne vous verrai pas. Si vous avez des questions en cours de route, alors soyez bien à l'aise de m'interrompre. Normalement, là, je vois c'est qui parle, puis je peux vous donner la parole si vous avez des ajouts à faire en cours de route et tout ça. Alors, il ne faut pas se gêner. Puis, à la fin, là, comme on en a pris l'habitude, on ne l'a jamais organisé comme ça, mais on en a pris l'habitude. On jase à la fin sur la présentation là, qui s'est déroulée. Puis, on partage des anecdotes, on partage des histoires. Ce soir, des histoires croustillantes là, liées à des scandales et tout ça. Alors, je vais commencer. Je vais euh, partager mon écran. Alors, le thème ce soir, j'y vais, je commence. Alors, c'est les scandales et moralités à la Haute-Saint-Charles. Donc, cette présentation est préparée par moi-même de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. S'il y a des personnes dans la salle qui sont ici pour la première fois, je m'appelle Mario Lucier. Je suis le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles et c'est moi qui ai l'habitude d'animer les mercredis d'histoire à la Haute-Saint-Charles qui se déroulent toujours le premier mercredi du mois. Alors, allons-y, droit devant dans la présentation. Alors, le premier scandale dont je veux vous parler, c'est concernant une dame qui est probablement l'ancêtre de certaines personnes ici dans la salle. Je n'ai pas fait les vérifications, qui s'appelle Marguerite Barbeau et qui a vécu ici une bonne partie de sa vie, du moins du début de sa vie, sur le rang du Grand Saint-Antoine, donc sur la rue Racine d'aujourd'hui. Elle est née ici en 1674 et elle va mourir, très âgée quand même, en 1761. Elle est la fille du pionnier François Barbeau et de son épouse Marie-Marguerite Édouin. Alors, cette fille du Grand Saint-Antoine a eu une vie, disons, rocambolesque. Elle a, entre autres, dans sa vie, été accusée de complicité et rien de moins, dans le meurtre de son mari Pierre Gendreau en mai 1695. Elle avait à l'époque un amant qui s'appelait Jean-Denis, fils, qui était le fils d'un autre Jean-Denis, vraisemblablement. Et Jean-Denis s'est débarrassé de Gendreau, qui bloquait son avenir amoureux, disons ça comme ça. Et après avoir assassiné Pierre Gendreau, eh bien, il a incendié la maison de ce dernier, donc la maison également de Marguerite Barbeau. Et Barbeau va donc être complice de Jean-Denis pour finir accusé. Là. Elle s'est fait prendre là, avec Jean-Denis. Il y a eu un procès. Et Jean-Denis, en fait, a été reconnu coupable de meurtre. Et vous savez que le droit criminel français de l'époque qui s'appliquait dans la colonie était assez cruel. Alors, effectivement, Jean-Denis a été condamné à être roué. Être roué, vous avez peut-être déjà entendu l'expression être roué de coups. On a eu des bons exemples de ça dans la dernière fin de semaine avec des vidéos qui ont été tournées ou qui sont passées dans les médias. Là, vous savez de quoi je parle. Donc, être roué, en fait, l'origine de cette expression-là, c'est que le condamné était attaché sur une roue, les quatre membres bien attachés, et le bourreau arrivait et lui frappait chacune des parties des quatre membres pour lui briser tous les membres. Donc, on le rouait de coups et on le laissait mourir là, comme ça, là, au bout de son sang là, par la suite. Cependant, Jean-Denis, lui, n'a pas été capturé parce que deux complices autres l'ont aidé à fuir en passant par la rivière du Loup. Et il s'est retrouvé, là, j'ai écrit ici qu'on ne l'a jamais retrouvé, là, mais en fait, dans la vallée du Saint-Laurent, on ne l'a jamais retrouvé, mais il s'est retrouvé, ce Jean-Denis, fils, dans l'Acadie d'aujourd'hui, donc où se trouve aujourd'hui le Nouveau-Brunswick. Alors, il n'a jamais été roué, la sentence n'a jamais été appliquée. De son côté, Marguerite Barbeau, cette vilaine fille qui voulait
partir avec son amant, elle a été condamnée à retourner se soumettre à son père jusqu'à sa majorité. Alors, imaginez le scandale. Elle est complice du meurtre de son mari et elle va devoir, là, une fois devenue veuve, parce que c'est ça qui est arrivé, retourner se soumettre à son père. Elle était, vous le devinez, mineure. Elle n'avait que 21 ans au moment des événements et les femmes à cette époque-là devenaient majeures à 25 ans. Alors, donc, elle retourne chez son père en attendant la suite de sa vie. Alors, c'est une bonne coquine, cette dame-là. Vous allez voir ici, je vous ai extrait sa fiche identitaire là, ou d'identité, on va dire ça comme ça, qui provient du programme de recherche en démographie historique que l'on appelle le PRDH. Alors, vous voyez ici qu'elle est née le 3 septembre 1674, qu'elle a été baptisée à Notre-Dame-de-Québec le lendemain et qu'elle est décédée le 12 janvier 1761, inhumée le lendemain à Montréal. Donc, elle s'est mariée la première fois le 1er octobre 1690 quelque part, lieu indéterminé au Québec, avec Pierre Gendreau. Elle va avoir 2 enfants avec ce dernier. Et elle va, à la suite du décès de ce dernier, vous le devinez, se remarier avec Michel Jubainville Saint-Michel en 1706. Mais là où c'est intéressant pour nous, vous voyez la grosse flèche bleue dans le bas ici, Madame Barbeau, Marguerite Barbeau, va avoir 2 enfants hors union. Donc, elle va avoir 2 enfants, Marie-Rose Rosalie, qui va, en fait, qui est la fille de Jubainville-Saint-Michel, si je me souviens bien, de mémoire, et un autre enfant, Michel, qui, lui, je crois, si je me souviens bien, n'avait pas d'indication de père. Donc, elle a continué à avoir une vie scandaleuse, on va dire ça comme ça, c'est le thème de la soirée, cette Marguerite Barbeau, puisque malgré son remariage, sa complicité à titre de complice du meurtre de son mari, de la perte de son amant qui est disparu, elle va avoir des relations extra-conjugales entre ces 2 mariages qui vont faire en sorte qu'elle va avoir 2 enfants hors union, donc 2 enfants illégitimes. Alors, je continue. Alors, vous voyez ici, là, je vous ai mis un extrait, en fait, des documents liés au procès de Jean-Denis. C'est écrit ici, là, sentence contre Jean-Denis fils, le 14 septembre 1695. Ce qui est intéressant ensuite, écrit au crayon de plomb, il est indiqué « Les Jésuites exercent la haute justice ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que les Jésuites, qui étaient les seigneurs de la seigneurie Saint-Gabriel, avaient le pouvoir d'exercer la haute justice, donc la justice criminelle, envers quelqu'un qui était accusé d'un crime dans leur seigneurie. Alors, ce sont eux, donc, il y avait des gens qui participaient à ces jugements-là. On indique ensuite en dessous que c'est un document qui a été envoyé aux archives d'Ottawa le 20 février 1916. Mais sinon, quand on lit ce document-là, les Archives nationales du Québec ont inscrit, en fait, le résumé du procès. Alors, on lit ensemble. Sentence de Guillaume Roger, juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges. Alors, la seigneurie Notre-Dame-des-Anges était une seigneurie jésuite et elle exerçait à la fois la haute justice dans la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, donc à Charlebourg, mais également ici, dans la seigneurie Saint-Gabriel. Donc, dans le procès criminel impliquant Jean-Denis fils, défaillant, donc défaillant, ça ne veut pas dire qu'il était faible, ça veut dire qu'il était parti, il avait fui, il avait fui la région, donc il n'a pas participé à son procès. Accusé d'avoir tué et assassiné Pierre Gendreau et d'avoir brûlé sa cabane. Marguerite Barbeau, veuve du dit défunt Gendreau, accusée de complicité et détenue en prison, rien de moins. Jacques Despatie, aussi détenu en prison, et Jean l'Archevêque du Grand-Pré, accusés ensemble d'avoir favorisé l'évasion du dit Jean-Denis fils. Ce dernier étant condamné à avoir les jambes, les cuisses et les reins rompus vifs sur un échafaud, c'est ça qui est désagréable, hein? Qui sera dressé pour cet effet devant la porte de l'auditoire de la prévôté de Notre-Dame-des-Anges, pour ensuite être mis sur une roue, la face contre le ciel, pour y finir ses jours. C'est ce moment-là qui sont le plus désagréables, je pense. Et en outre,
à une amende de 500 livres de réparation civile envers les enfants du dit défunt Gendreau, la dite veuve Barbeau étant libérée de prison et devant se soumettre à François Barbeau, son père, et les dits Despatie et l'archevêque étant solidairement condamnés à 50 livres d'amende et à tous les dépens, y compris ceux de la contumace, pour avoir mené furtivement le dit Jean-Denis fils à Rivière-du-Loup afin qu'il ne tombât pas entre les mains de la justice pour être puni de son crime, pour lui avoir fourni un canot et de la viande pour l'évasion, et le dit l'archevêque, condamné pour avoir fourni au dit Jean-Denis fils, le dit Despatie, son domestique. Alors voilà un résumé de l'affaire qui fait de cette Marguerite Barbeau, originaire du rang du Grand Saint-Antoine, donc de la rue Racine, une criminelle à la vie un peu éclatée, disons ça comme ça. Alors, la prochaine diapositive. Alors, je suis obligé d'en parler, bien sûr, dans les scandales, vous le connaissez. Ceux qui ne le connaissent pas, je suis heureux de vous le faire découvrir. Mon personnage fétiche. Alors, Nicolas, il y a M. Michel Turcotte qui a levé la main juste avant. Allez-y, M. Turcotte, je vous écoute. Oui, Mario, on parlait de la prévôté de Notre-Dame-des-Anges, l'auditoire. Oui. On sait-tu où elle se situait à ce moment-là? Je ne pourrais pas répondre hors de tout doute à cette question-là, mais je sais qui peut le faire. La personne qui peut le faire, c'est John A. Dickinson, qui est l'auteur, entre autres, d'un livre qui s'appelle Brève histoire socio-économique du Québec et qui a fait de mémoire sa thèse de doctorat sur la justice seigneuriale et qui s'est attardé notamment sur la justice seigneuriale de la Seigneurie Notre-Dame-des-Anges. Il y a des articles qui ont été écrits par lui sur cette question-là précise, que j'ai déjà survolé en diagonale et dans lesquels ça devrait être indiqué. Alors, je vous répondrai ça précisément. Merci. Donc, ça me fait plaisir. Alors, donc, Nicolas Ledoux dit Latreille, bien, c'est un personnage scandaleux, effectivement. Nicolas Ledoux dit Latreille est un pionnier de la côte Saint-Jacques, dite de la misère. Il a vécu de 1673 à 1754. Il a perpétré des crimes significatifs qui ont fait scandale dans sa toute petite communauté. Alors, son premier crime connu, j'ai dit ça comme ça, hein, parce qu'il y en a peut-être d'autres avant, est d'avoir donné un coup de fourche à sa voisine, qui s'appelait Apolline Morin. Elle était l'épouse, bon, de son voisin également, qui s'appelait François Chartré. Il a été condamné à une amende à la suite de ce crime de quelques livres pour compenser notamment les dommages, en dommages punitifs à Mme Morin, Mme Chartré-Morin, on s'entend. Alors, des voisins l'auraient entendu crier sa volonté de se venger ensuite, se venger d'avoir été obligé de payer une amende. Ce qu'il a fait, le 4 novembre 1704, donc il y a 317 ans et 26 jours, il attend Chartré après son passage au Moulin des Mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, donc le moulin à farine, qui se trouve près de la rivière du Berger, pas loin de chez M. Balieuse, là, vous savez où ça se trouve, là, sur le pouvoir Bastien. Alors, il avait pris un sentier là, de billets là, dans les terres et en revenant chez lui, Chartré montait avec son sac de farine sur les épaules. Puis Ledoux dit Latreille, il l'avait attendu en haut de la côte, là, à la Brunante, puis il en avait sacré toute une à coups de bâton. Alors, à moi, au meurtre, on m'assassine, aurait crié Chartré. Et ça, cette citation-là est véridique. Elle est tirée, en fait, d'un témoignage de Jean Verrette, qui était un voisin, en fait, de nos amis Chartré et Ledoux dit Latreille. Alors, à moi, au meurtre, on m'assassine, aurait crié Chartré selon des témoins, entre autres Jean Verrette, Joseph Verrette, Philippe Pasquier, entre autres. Et il sera, Nicolas Ledoux dit Latreille, condamné au bannissement de la région de Québec. Donc, on va l'obliger, lui ordonner de déménager, de quitter sa terre ici et de s'en aller. Alors, le scandale ne s'arrête pas là, puisque Ledoux dit Latreille va se marier 3 fois et sa 3e femme qu'il marie à Montréal demande la séparation de biens et notamment le remboursement également des biens qu'elle a amenés dans la communauté avec son mari, Ledoux dit Latreille. Donc, pourquoi? Parce que Ledoux dit Latreille boit les profits
Alors, c'est scandaleux, il consomme de la boisson sans arrêt et également, il serait violent avec elle. Alors, ayant eu 24 enfants en 47 ans de ses trois épouses, c'est ma petite opinion, il aurait eu intérêt à ne pas boire les profits. Alors, cette citation est véridique, c'est vérifié. Il a effectivement eu 24 enfants de ses trois épouses, là, un coup de 6, un coup de 5 de mémoire, ça fait 11, puis un coup de 13, ça fait 24. Je ne me suis pas trompé. Alors, donc, c'est ça. Lorsque le premier enfant est né, ben, le dernier va naître 47 ans plus tard. C'est deux générations quasiment qu'on peut dire. Alors, Ludo du Latreille a fait scandale, bien sûr, ici parce qu'il a posé des gestes criminels. Il a été arrêté, il a été emprisonné au palais de l'intendant, il a été questionné, il a été jugé coupable, il a été condamné donc au bannissement de la région. Donc, dans une petite communauté où il y a, disons pour Laurent Saint-Jacques, une douzaine de terres, eh bien, ça fait scandale lorsque les voisins comme ça se battent et ça finit en procès criminel. Il y a plusieurs dizaines de pages liées au procès de Ledoux du Latreille, mais entre autres, il y a cette page-là, en fait, qui est le procès de sa troisième femme qu'elle lui intente. Donc, procès entre Élisabeth Barré, demanderesse, et son époux, Nicolas Ledoux du Latreille, habitant de la Côte-Sainte-Marie à Montréal, on n'est plus à Québec, défendeur pour séparation de biens et restitution d'argent. Alors, à monsieur le lieutenant-général civil criminel, police, commerce, etc. Alors, c'est le début des documents, mais concernant précisément le procès lié au fait qu'il a battu Chartré, eh bien, c'est 125 pages de documents, en fait, des interrogatoires, des témoignages, le rapport du chirurgien. Chartré s'est mentionné qu'il s'était fait recoudre le pariétal. Alors, évidemment, dans une très petite communauté, ça fait scandale assez rapidement. Alors, on a ici justement l'affiche de Ledoux du Latreille, donc sa naissance en 1673. Il se marie la première fois en 1693 avec Marianne Renaud, qui est la fille de Guillaume Renaud, un pionnier également du secteur, ancien soldat du régiment de Carignan-Salière, et sa femme Marie de la Mort, qui était sage-femme, tout comme une de leurs filles, mais pas Marianne Renaud, une autre de leurs filles, qui vont être sage-femme pendant à peu près 60 ans dans le secteur, les deux ensemble. Deuxième mariage, toujours cette fois à Québec, avec Marie-Agnès Anne-Angélique Bonodo-Châtellerault. Et la troisième femme à Montréal, on le voit bien ici, c'est après le bannissement. Là, il va se marier avec Marie-Élisabeth Barré, qui est celle qui va demander en fait la séparation de corps. Voilà. Et si je pouvais cliquer, là, on verrait là, les 24 enfants qui vont apparaître sous ces trois mariages-là. Alors là, on fait un gros saut dans le temps. Là, on va sauter toutes les années 1700 et une bonne partie des années 1800 pour tomber dans les nouvelles que l'on trouve grâce à l'outil de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ. Donc, dans les journaux qui sont numérisés, on peut chercher par mots-clés et tenter de trouver en fait des informations sur X, Y, Z phénomènes ou personnes qui se sont déroulées dans un secteur qu'on est capable de cerner par la recherche de mots-clés. Alors, évidemment, vous devinez que scandale, moralité, puis tout ça, j'ai tenté toutes sortes de mots-clés pour trouver des nouvelles, là, et un de ceux-là, ben, c'est suicide. Alors, j'ai cherché suicide parce que c'est évidemment un geste dans une époque qui n'est pas la nôtre, qui est scandaleux, notamment au point de vue de l'Église, qui joue un rôle très important dans la morale, dans la moralité dans une société à 95, 98, 99% chrétienne, catholique, on le comprend bien. Alors, cette nouvelle est tirée du journal Le Quotidien du 30 août 1881. On mentionne ici suicide supposé. Alors, le corps de M. Joseph Giguère a été trouvé dans la rivière à Saint-Ambroise, Jeune-Lorette. On croit à un suicide. Des affaires pécuniaires seraient la cause de cette détermination malheureuse. M. Giguère était généralement estimé dans la paroisse Saint-Ambroise, où il résidait depuis bon nombre d'années. Alors, évidemment, j'ai tenté de chercher ce dit Giguère en question et j'ai une hypothèse. En fait, je n'ai pas la certitude
de savoir qui il était exactement, mais si je croirais que c'est bien ce Joseph Giguère ici, qui s'était marié en 1874 avec Marie Savard, donc ici à Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, et on voit une partie de leur descendance là, qui provient d'un site qui s'appelle Généanet, dans lequel on trouve des informations que des membres, en fait, mettent sur des arbres généalogiques qui sont parfois les leurs, parfois non. Alors, ça serait à vérifier si ce Joseph Giguère était bien celui qui s'était marié quelques années avant son suicide à Marie Savard. Continuons. Alors, on a une autre nouvelle ici qui est tirée du journal Le Quotidien, le 5 décembre 1884, donc dans quelques jours. On est le 1er, on sera le 5 samedi, je crois, ou dimanche. Alors, en correctionnel, 4 poursuites ont été intentées contre des infracteurs à la loi des licences. Les accusés sont 2 aubergistes de Lévis et 2 aubergistes de la Jeune-Lorette. L'un de ces derniers a été acquitté. Évidemment, on ne mentionne pas lequel, puis son nom, puis tout ça, là, évidemment. Et ensuite, juste en dessous, et je ne sais pas si c'est parfaitement lié, mais on mentionne la municipalité de Saint-Ambroise a porté plainte contre un ouvrier de M. Beamer. Bon, qui était M. Beamer? Je ne sais pas. Alors, atteint de délirium tremens et causant du scandale. Bon, là, évidemment, moi, j'ai cherché, c'est quoi ça, délirium tremens? C'est comme un état dans lequel quelqu'un se trouve lorsqu'il est en manque d'alcool ou lorsqu'il a trop consommé d'alcool. Alors, c'est ce que j'ai compris lorsque j'ai fait quelques recherches en tapant cette expression sur le magnifique moteur de recherche Google. Alors, évidemment, ça fait scandale. C'est le thème ce soir, qu'il y ait quelqu'un, un ouvrier du dit M. Beamer. Je ne sais pas où il travaillait, M. Beamer. C'est une piste à chercher. Voilà. Et les aubergistes, on ne sait pas leur nom. On ne sait pas c'est qui, bien sûr non plus. Toujours dans les journaux, donc dans le Courrier du Canada du 6 avril 1889, celle-là est spéciale. Elle va vous faire sourire un peu, même si c'est dramatique. Là, en tout cas, on y va. L'enquête du coroner. L'enquête sur le corps de Pierre Chartré, menuisier. Sûrement un descendant de François Chartré qui s'était fait battre à coups de bâton par Nicolas Ledoux du Latreille. C'est sûr, il y en a juste un, c'est le premier, c'est lui. C'est un descendant de ce dernier, qui a été trouvé mercredi matin dans la grange de M. Tozer, T-O-Z-E-R, à la Petite Rivière, a eu lieu à 9 h hier matin à la morgue. M. le coroner Bello a assermenté les jurés suivants. M. Télésphore Verrette, président, Léandre Lamontagne, J.B. Ginchereau, Joseph Verrette, Louis Réaume, Auguste Thorne, Édouard Jobin, Joe Brindamour, Léandre Grenier, Jacques Fraser, Elzéar Blouin et Narcisse Giguère. Comme nous l'avons déjà dit, le défunt était célibataire et âgé d'environ 32 ans. Et c'est là que ça se corse. Le corps a été trouvé pris entre le foin et la cloison, la tête en bas, mais ne touchant pas le pavé. Le malheureux aura roulé en bas du foin sur lequel il était couché, et c'est dans cette position qu'il est mort. Alors, se basant sur la déposition du docteur Lavoie qui a fait l'autopsie, les jurés ont rapporté au verdict de mort de congestion du cerveau et des poumons. Le docteur Lavoie a dit que la congestion pouvait avoir été causée soit par l'ingestion de liqueurs alcooliques, soit par le froid, soit enfin par la manière dont il est tombé la tête en bas. Alors, l'un dans l'autre, je ne sais pas c'est quoi qui est le plus scandaleux, de retrouver un gars pogné entre du foin et des cloisons, mort de frette après avoir bu de la boisson. Je ne sais pas c'est quoi qui est le plus scandaleux là-dedans, ou de raconter cette histoire-là, qui est un bête accident, peut-être aussi. Qui sait? Enfin, elle m'a fait bien sourire, cette nouvelle, du 6 avril 1889. On continue. Ah, là, je vais vous faire sourire, là. La plage. Là, ça, c'est scandaleux, la plage en 1927. Société d'histoire, vous le devinez, là. Moi, juste à y penser, je suis scandalisé. On titre ici dans Le Soleil du 7 juillet 1927. Loretteville veut défendre aux baigneurs et baigneuses de parader, rien de moins, en costume de bain. Alors, lisons cette nouvelle. Le Conseil étudie la possibilité de passer un règlement dans ce sens. Des citoyens se plaignent et réclament cette mesure dans l'intérêt des bonnes mœurs.
On n'ose plus aller à la rivière. Alors ici, le 7 juillet, du correspondant du Soleil, des contribuables de la municipalité s'étant plaints que des gens qui passent l'été, ça, les gens qui passent l'été ici, là, c'est des estivants qui proviennent de la ville de Québec et qui louent des maisons dans le secteur qui s'appelle aujourd'hui Château-d'Eau, on le devine bien. Alors, qui passent l'été ici, se rendaient à la rivière en costume de bain. Le conseil, à la réunion de mardi, a décidé de s'adresser à son aviseur légal pour voir s'il n'y aurait pas possibilité de passer un règlement défendant aux baigneurs et baigneuses de parader dans les chemins ou les rues avant ou après leur baignade. Une délégation de contribuables est venue au conseil mardi pour demander qu'un règlement soit passé immédiatement. Ces contribuables allèguent dans leur requête que des étrangers d'une autre nationalité que la nôtre. Oh, des étrangers d'une autre nationalité que la nôtre. Ça, c'est un argument en 1927, mesdames, messieurs. Passant la belle saison à Loretteville, porte scandale. Ils disent qu'ils sont rendus à un point qu'ils doivent défendre à leurs enfants de se rendre à la rivière et qu'eux-mêmes se privent d'y aller. Dans l'intérêt des bonnes mœurs, ils veulent que l'on défende aux gens de se rendre de chez eux à la rivière en costume de bain. Si l'on ne peut forcer ces étrangers à s'habiller, disent-ils, qu'il leur soit défendu de se baigner dans la rivière. Scandale. Non seulement il y a des gens de Québec qui viennent se parader en maillot de bain, mais également des étrangers d'une autre nationalité que la nôtre. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Et pour illustrer cette réalité, je n'ai pas de photos des étrangers d'une autre nationalité, ni des parades en costume de bain dans les rues, mais j'illustre de cette manière, n'est-ce pas, la situation de la dite plage et des 10 baigneurs. On a ici donc 3 ou 4, là, je vois une petite face derrière, là, baigneurs potentiels sur la passerelle à Château-d'Eau, tout près de la rue qui porte ce nom, aujourd'hui la rue de la Passerelle, et on voit au loin la plage qui est le lieu, semble-t-il, de scandale. Voilà. Incroyable. Moi, je vois ça, je suis scandalisé. Je ne sais pas vous, là, mais je le suis, je le suis. Alors, j'en ai quelques-unes comme ça ici. On continue. Un peu plus vieille photo. Donc, c'est scandaleux donc, de voir des gens comme ça dans la rivière, là. Bien sûr, bien sûr. Le scandale est parmi nous. Vous voyez, les hommes ont des maillots de bain longs également. C'est peut-être ça qui est le plus scandaleux. En tout cas, je ne sais pas. Continuons, continuons. Toujours dans la même collection ici, des femmes. Ben, une femme, puis lui, il a l'air d'un homme, là, sur la plage, dans la terre, dans la boîte, je ne sais pas comment dire. C'est peut-être ces gens-là qui marchaient dans la rue et qui étaient scandaleux, là, je ne saurais dire. Et même, regardez, lorsqu'on a érigé la piscine municipale à Loretteville, donc dans l'édifice Denis Giguère, eh bien, on avait construit un mur de blocs tout autour de la dite plage. Et on m'a déjà raconté qu'il y avait des heures de baignade dans cette piscine pour les gars et d'autres heures pour les filles. Et que tout le monde ne pouvait pas se baigner en même temps. Et que ben, le mur a sûrement quelque chose à voir avec, avec le scandale et la moralité, certainement. Et peut-être aussi parce qu'on ne voulait pas que le monde aille se baigner tout seul le soir, puis pour protéger l'air de la piscine également. Voilà. Alors, donc, c'est scandaleux. Je pense que ça, c'était l'heure des filles, parce que je pense que je vois juste, en tout cas, sauf erreur des filles, là, il y a deux bonhommes là, à côté, là-bas, au loin, là, sur le mur, là, mais en tout cas, je ne saurais dire. Voilà. Bon, le patinage séparé par un filet. Là, on n'est plus dans la section des parades en maillot de bain. On est dans la section du patinage. Le patinage, ça peut être un moment, en fait, où le scandale peut émerger, où la moralité est remise en question. Et n'ayant de photos d'une histoire précise que je souhaite vous raconter ce soir, j'ai trouvé 7 photos de patinage qui se déroulent dans le secteur de l'Orme, si je ne me trompe pas. Mais on avait un membre qui est aujourd'hui décédé, là, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui s'appelait Alexandre Renaud,
qui a vécu une bonne partie de sa vie sur la rue Saint-Antoine, qui s'appelle aujourd'hui Court-Métrage, et qui nous avait déjà raconté, en fait, pour éviter le scandale, alors qu'il qu'il y avait une jeune fille, en fait, de Saint-Émile dans l'œil, on va dire ça comme ça. Il se rendait chez lui et le père en question, sur la côte Lapierre, en fait, qui monte pour se rendre, par exemple, au poste de pompier de Saint-Émile. Et en montant la côte, il y avait une maison, là, elle est encore là aujourd'hui, une maison blanche et rouge, là, tout près de l'ancienne salle Bossa Nova. Et le dit Alexandre Renaud se rendait chez la dite jeune fille et le père avait fait une patinoire pour ses filles et ses amis et il avait séparé la patinoire en deux avec un filet de tennis, avec une section pour les garçons et une section pour les filles. Ainsi, on était certain qu'il n'y avait pas de rencontre douteuse, là, que le filet n'était pas dépassé, bien sûr. Alors, le patinage était sujet à rencontre peut-être scandaleuse, mais on trouve les moyens de s'assurer que par le patin, le scandale n'arrive pas grâce, bien sûr, à un filet. Alors, cette histoire savoureuse, vous la connaissez maintenant. Denis Paul, je me doutais que Denis Paul voulait nous parler. Denis, on vous écoute. Bon, sur la photo, tu as probablement remarqué que la dame avait une jupe et un pantalon. Ici, là. Ici. Oui. Ou un manteau long. Et ma mère me racontait qu'il devait patiner en jupe et qu'ils ne trouvaient pas ça chaud. Alors, eux autres, s'étaient fait des pantalons pour aller sous la jupe. Oui. Pour pouvoir patiner chaudement. Oui. Alors que les gars avaient le droit de patiner en long. En pantalon, bien sûr. Pantalon. Et la dite maison blanche et rouge qui est encore là. Oui. Elle s'appelait la maison Fréchette. Fréchette, effectivement. Maintenant, autrefois, elle appartenait à Jacques Garneau. Qui est le était grand-père. Mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père. C'est ça, le grand-père. Qui a vendu à Fréchette. Là, oui, c'est emmené sur le boulevard Valcartier, sur la rue Saint-Ambroise, au 92. Voilà. Alors, il y a quelqu'un aussi qui nous parle dans la discussion. Là, en fait, c'est mon frère Guy qui dit 2 gars sur le bord de la piscine sont Jean-Claude Chabot et Paul Noël. Ben, c'est une blague de mon frère Guy ici. Là. Donc, les gars de la ville qui s'occupaient de la piscine municipale à l'époque, je les avais peut-être connus. Là. Paul Noël, Jean-Claude Chabot. Donc, mon frère fait référence à ces deux messieurs-là. Fort sympathique d'ailleurs. Alors, merci Denis pour l'anecdote la de la piscine avait été payée par des gens. Hein, oui, c'est par la paroisse, je crois bien. Oui, mais c'est des personnes qui avaient investi de leurs sous. Ah oui, OK. Pour faire construire la piscine. Après ça, ils ont été remboursés. Là, mais oui. Au début, pour être sûr d'avoir une piscine, d'accord. Ils avaient investi. Merci pour ces anecdotes, messieurs. Alors, donc, le patinage avec le filet. Alors, je passe à l'image suivante que j'avais déjà commencé à vous montrer. Oui, c'est ça. Alors, je retombe sur une nouvelle ici. Là. Le soleil du 22 juin 1934, cette nouvelle est fort intéressante. Là. On parle d'un boucher accusé. Juste à lire la nouvelle, ça nous fait peur. Alors, un boucher de Loretteville, on ne mentionne pas lequel, hein, je vous le dis, vous ne le saurez pas c'est qui, à moins que vous le sachiez et que vous me le disiez, mais moi je ne sais pas c'est qui. Quel boucher a été accusé, je ne sais pas. Un boucher de Loretteville accusé de mettre la moralité de ses jeunes enfants en danger par ses paroles blasphématoires et sa conduite a comparu ce matin devant le juge en chef Hugues Fortier de la Cour des sessions de la paix et a plaidé non coupable à cette grave accusation, punissable d'une amende allant jusqu'à 500 $ et d'un emprisonnement allant jusqu'à 1 an ou des 2 pénalités à la fois. Son procès a été fixé à jeudi prochain, le 28 juin, et d'ici là, le prévenu pourra jouir d'une liberté provisoire s'il est à même de fournir un cautionnement de 400 $ garanti par une personne solvable. Dans cette cause, maître Jean-Marie Blais occupait pour la poursuite, tandis que l'accusé lors de sa comparution, était assisté de maître Fanning Gosselin. Voilà. Alors, je ne sais pas quel boucher, boucherie, je ne sais pas laquelle, mais
si on allait chercher les documents du procès, on les trouverait facilement là, aux Archives nationales. Ben, on pourrait savoir c'est qui et lire les détails croustillants de cette nouvelle-là. Mais vous voyez que le dit Boucher blasphémait et ben, il y a eu des plaintes et il a été accusé là, de blasphème. Là, voilà. Il peut avoir 1 an de prison. C'est quand même quelque chose. Mais enfin, on n'a pas la même morale en 1934 qu'en 2021. Évidemment, quand on parle de morale, de scandale, on fait référence à la tempérance. Donc, si on a la carte de membre, la promesse de la Société de tempérance de la Croix-Noire, signée par nul autre que Alphonse Boivin lui-même, donc le photographe de Loretteville, qui avait son studio de photo au coin de ce qui est aujourd'hui le boulevard des étudiants et le boulevard Valcartier. Donc, le 4 mars 1944, Alphonse Boivin, le photographe, signait sa promesse. Donc, il disait là, essentiellement numéro 1, donc qui promet en fait de ne pas fabriquer, ni vendre, ni acheter, ni importer d'une façon illégale les liqueurs enivrantes, boissons fortes, vins et bières, comme le demande le Concile plénier de Québec. 2, de ne pas offrir, de ne pas accepter de liqueurs enivrantes sans raison sérieuse, et même de m'en abstenir totalement s'il y a pour moi péril d'intempérance, ou si l'amour de Dieu et le salut du prochain me demandaient ce sacrifice. 3, de favoriser la vertu de tempérance par tous les moyens. Mon exemple, ma parole, mon vote, mon vote, mes prières, etc. J'accepte la croix de Jésus-Christ comme symbole du sacrifice que je m'impose. Alors, voici comment les gens se déclaraient, promettaient de ne pas consommer d'alcool, entre autres, par cette croix noire qu'on retrouvait bien souvent dans les maisons. Comme sur cet extrait d'un vidéo chez Noël Martel et Marie-Ange Vézina, donc les parents de notre regretté Gilles Martel, avant 1961. Donc, il y a une petite vidéo qui a été tournée par la famille et on voit bien, en fait, dans cet extrait-là, ici, là, vous voyez vis-à-vis la flèche bleue, cette croix là, qui est clairement une croix de la tempérance, là, quelque part à la fin des années 50, au début des années 60. Et saviez-vous quoi, H212, pas H212, ça c'est mes étudiants de cégep, je m'excuse. Saviez-vous quoi, Société d'histoire? Eh bien, j'ai l'extrait en question et je vais vous le montrer, du moins le début de l'extrait vidéo. Alors, je vais départager ici mon écran pour vous partager nul autre qu'un extrait vidéo. C'est du jamais vu à la Société d'histoire, je pense. Un extrait vidéo, une archive vidéo. Alors, je tiens à remercier d'ailleurs Jean-Sébastien Bédard, ici présent dans la salle, qui est l'administrateur en fait d'un groupe sur la généalogie de la famille Martel et de la famille Linteau, donc de Caroline Linteau et Alphonse Martel. Je ne me suis pas trompé, hein, Jean-Sébastien. Et ben, la famille a trouvé des bobines et Jean-Sébastien en a fait numériser quelques-unes. Ça aurait appartenu à Gilles, qui était dans le Gilles Martel, que tout le monde connaît, mon oncle. C'est lui qui aurait eu cette caméra-là, je pense, 8 mm, qui aurait fait des films de cette époque-là. On pense que c'est 1961 en voyant l'âge de certains bébés dans la vidéo que ma mère reconnaît. On pense que c'est comme l'année 61. Alors, on a fait numériser ça. Ben oui, alors je suis vraiment content que Jean-Sébastien ait accepté que je présente en fait ce soir l'extrait vidéo. Là, je vais juste placer mon partage d'écran. Vous allez pouvoir voir ça dans un instant si vous êtes patient. Alors, je vais partager maintenant et je vais vous montrer l'extrait vidéo. Alors, vous voyez maintenant mon écran, là? Oui? Vous voyez bien? Oui. Super, alors j'y vais. Il n'y a pas de son dans la vidéo, alors mais je vous laisse apprécier les images. On voit la croix d'intempérance vers 18 secondes, si je me souviens bien. Alors c'est parti. Oh, on vient d'avoir, elle là, la croix d'intempérance, vous la voyez bien? Alors vous voyez Noël Martel, pardon, c'est ta grand-mère, Jean-Sébastien, qu'on voit aussi assis à côté de lui. Ouais, c'est ça, c'est toutes mes oncles, mes tantes. Là. Ma mère me disait qu'il y avait l'habitude de s'asseoir sur les comptoirs. Je pense qu'il y avait trop de monde, puis il n'y avait pas assez de chaises pour tout le monde. Ouais. Il y en a qui s'assoyaient ces comptoirs à gauche, à droite. Là. Mon oncle Laurent à gauche, puis
Yvon à droite. Là. Voilà. Alors, évidemment, c'était surtout pour l'extrait de la Croix de la Tempérance, mais bon, évidemment, je vous laisse aller un petit peu le vidéo pour vous en faire profiter. Là, et je tiens à remercier encore une fois Jean-Sébastien, à qui j'ai parlé tout à l'heure lors du souper, pour pouvoir vous montrer ça. Alors, je vais arrêter la vidéo et je vais arrêter le partage d'écran. Alors, c'est une belle vidéo, c'est une belle pièce d'archive, en fait, qui est très micro histoire, là, mais quand même, là, on peut tirer des conclusions sur la vie de ces Noëls-là dans la famille Martel, là, et entre autres là, avec la croix de tempérance qu'on retrouvait sur. Ça aurait duré jusqu'à quelles années, ça, cette pratique-là? Oh là, la tempérance, c'est une bonne question. En fait, je ne sais pas. En fait, s'il y a Parce quelqu'un qu'en dans la parlant de salle. ça, tu sais, en 1944, ça a l'air plus quelque chose avec l'époque de la prohibition, tout ça, là, mais il me semble, dans les années 60, c'était encore courant dans les maisons. Peut-être que les gens ont conservé l'habitude de garder ces croix-là aussi par la suite, puis c'est resté dans le décor, là, mais je ne pourrais pas dire à quel moment. C'est comme une association, c'est comme un groupe chapeauté par l'Église chrétienne catholique là, qui nous incite à ne pas consommer d'alcool. Mais enfin. Alors, je vais retourner dans mon autre partage d'écran et dans ma présentation PowerPoint, si vous me permettez, pour continuer. Alors, vous voyez bien toujours, oui. Oui, je vais essayer de le remettre en plein écran, là, par exemple. Donc, prochaine image, évidemment, je dois te parler nécessairement dans cette question de scandale et tout ça, là, de ce qu'on connaît comme étant les corsets liquides. Alors, en vente chez Eugénie Savard, donc dans l'édifice que tu reconnais certainement, là où se trouve la flèche bleue, eh bien, Eugénie Savard avait un petit commerce de corsets, entre autres. Et Eugénie Savard vendait secrètement, discrètement, ce qu'on appelle des corsets liquides, c'est-à-dire que dans une boîte de corsets, elle pouvait donner accès à certains clients privilégiés à des bouteilles de boissons fortes ou autres, je ne sais trop. Et quand les gens se rendaient dans son commerce, ils pouvaient aller acheter des corsets liquides. Donc, c'est un peu l'histoire de la contrebande d'alcool, ou du moins de rendre accessible l'alcool dans un village au nord là, qui s'appelait Loretteville, d'une petite ville au nord qui s'appelait Loretteville, puisque elle, cette dame Savard, eh bien, elle avait une voiture et elle allait en fait se procurer de la boisson en ville à Québec et elle revendait dans ce qu'on surnomme des corsets liquides, des bouteilles de boisson. Alors, donc, c'est une légende bien importante dans notre histoire locale, l'idée de ce scandaleux corset liquide qu'on pouvait se procurer. Alors, merci. Prochaine image. Ah, écoutez, vous le reconnaissez, plusieurs d'entre vous, ce personnage central sur cette photo en couleur, en face du presbytère, donc sur le terrain du presbytère, nul autre que le curé Jean-Charles Dumas lui-même. Alors, Monseigneur Dumas, qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant une rue, là, la rue Monseigneur Dumas, mais ce personnage-là, dans ma tête à moi et dans ma compréhension de l'histoire de Loretteville et plus largement de la paroisse Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette, dans ma tête, quand je pense au curé Dumas, je pense nécessairement à l'application de la moralité, à l'interdiction du scandale, à l'application sévère et rigoureuse des valeurs chrétiennes, catholiques, religieuses, j'oserais quasiment dire à l'extrême à l'époque. C'était un excellent, semble-t-il, du moins c'est comme ça que je le vois, un excellent applicateur de cette rigoureuse morale chrétienne à l'époque. Alors, il y a plusieurs histoires là, que j'aurais pu vous mettre. Vous en avez peut-être plusieurs vous-même à me raconter. Mais le curé Dumas, en fait, se plaignait, entre autres, des réunions des racketteurs. Donc, le club des racketteurs de Loretteville qui se réunissait là, dans l'édifice qui se trouve aujourd'hui, là, qui n'est plus là aujourd'hui, mais là où se trouve le stationnement en face du restaurant Le Piolet. Donc, il y a un stationnement public là aujourd'hui. Eh bien, c'était un édifice. Là, il y avait le club des racketteurs à l'étage. Et le racketteur, semble-t-il, selon le curé Dumas, ne faisait pas que racketter. Il
prenait de la boisson, faisait des soirées, s'enivrait, puis etc., etc. Alors, le curé Dumas le pestait là, dans certaines recommandations contre les réunions au club de racketteurs. Se plaignait également là, dans certaines nouvelles qu'on a vues passer à gauche à droite là, de l'habillement des jeunes filles là, qui circulaient entre autres sur la rue Racine au centre-ville de Loretteville par rapport à la longueur des jupes. Là, on ne parle pas de parade de baigneurs, là, bien sûr, là, vous comprenez, mais par rapport à la longueur des jupes, et etc., etc. Donc, c'était un personnage, en tout cas, moi, je ne l'ai pas connu, vous le comprenez bien, mais ma perception dans les lectures que j'ai faites sur ce personnage-là, c'était un personnage qui tentait d'éviter à tout point de vue le scandale. Je suis super content que vous voyez cette photo-là de lui en couleur. Là, évidemment, moi, je l'ai toujours juste vu en noir et blanc. Vous, pour plusieurs d'entre vous, vous l'avez vu en couleur là, dans votre vie. Là. Mais moi, non. Je pense que c'est la seule photo qu'on a de lui en couleur. Alors, je ne sais pas si vous avez des histoires de curé Dumas à raconter sur le scandale, la moralité, l'espèce de légende. Je ne sais pas si lui l'a fait, là, mais la légende, là, qui n'est pas tant une légende que ça, que les curés passaient dans les familles puis imposaient aux femmes de tomber enceintes encore et encore et encore. Etc. En fait, je ne sais pas si collectivement vous avez des histoires plus ou moins scandaleuses à nous raconter sur ce personnage iconique de la paroisse Sainte-Ambroise, donc de Loretteville. Je peux vous laisser la parole si vous avez. Moi, je peux te parler des deux vicaires Denis, qui sont avec lui. Oui, les deux personnages qui l'accompagnent. Alors, Celui à gauche, le petit, c'est Napoléon Gagnon. Oui. Et à droite, c'était Michel Boudreau. D'accord. Ah. Qui était vicaire, les deux. C'est dans Oui. les années 60, ça, parce que Napoléon Gagnon, on allait camper avec dans les années 64-65, c'était lui qui était aumônier des scouts, puis Michel Boudreau aussi dans ces années-là. Là. D'accord. Donc, c'est ça, lui, le curé Dumas, il était là jusqu'en 64, si je ne me trompe pas. Puis après ça, il a pris sa retraite là. Dans la rue Bédard. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est une belle photo du presbytère aussi, là, qui est en pleine restauration présentement. Je ne sais pas si vous êtes passé récemment là, pour voir sa toute nouvelle toiture qui est flamboyante. Ils ont commencé à enlever des échafaudages. Oui, oui. Alors, sinon, c'est le curé Dumas. Alors, pour moi, qui est le grand... le grand moralisateur du territoire là, durant les années 50 et une partie des années 60. Mario? Oui, Lisette. C'était un spécialiste du milieu des jeunes. Ah oui, il faisait ça, lui. Il venait dans les écoles une fois par mois pour la remise des notes, des bulletins. Oui. Et ceux qui n'avaient pas des notes très élevées, là, ils s'amusaient à dire leurs notes puis à le dire fort pour que tout le monde les entende. Il donnait toutes les notes fort. Oui. Et les derniers, en plus, il leur faisait un sermon devant tout le monde. Mon Dieu, c'est pas le fun, hein? Ça ne devait pas être fun pour eux autres, non. Non, certainement pas. Mais c'est sûr que à cette époque-là, ça ne nous surprend pas d'entendre ça. Mais c'est sûr qu'il ne devait pas être bien... ça ne devait pas être tellement pédagogique et renforçant pour les enfants qui avaient eu de la difficulté. Mais aujourd'hui, c'est sûr que ça ne se ferait plus une chose comme celle-là. Mais à son époque, disons que j'allais dire que c'est pas surprenant, là, mais ça le reste toujours. Là, mais on comprend bien. C'est scandaleux de faire ça, mais enfin. C'était la situation du temps. C'est exactement, exactement. Et quand venait le vendredi du mois, il fallait aller à la confesse. Oui. Et ce n'était pas nous autres qui choisissions le prêtre qu'on devait y aller. OK. C'était déterminé par les sœurs. Donc, ce mois-ci, c'était au curé du mois. Puis quand notre tour arrivait au curé du mois, on était bien malheureux. Ah, mon Dieu, il était sévère. Très sévère. Il n'y a rien qui passait. Excellent. Merci, Lisette. Alors, M. Garriépi, vous avez levé la main. La parole est à vous. On vous écoute. Ben moi, je me souviens du curé Dumas qui venait chez nous probablement 61, 62, là. Moi, j'avais commencé mon cours classique à Saint-Jean-Eudes
alors que le curé aurait aimé que j'aille au petit séminaire de Québec pour faire un prêtre. Ah oui. Alors, aller à Saint-Jean-Eudes, là, c'était pas bien vu de sa part, et puis il se gênait pas pour répéter ça à ma mère. Ah. Alors, Alors, il y a... je suis pas devenu curé. Non. Alors, donc, le curé du Mort. Passons à la prochaine. Alors, ici, moi, je veux vous parler. Mario? Oui, c'est Denis. Il faisait placer par ordre dans les classes, là, par ordre du Oui. plus fort au moins fort, là, Oui. autour de la classe. OK. Et chez les gars, c'est nous qui choisissions notre confesseur, c'est pas les frères qui nous disaient, OK. contrairement aux sœurs. Oui. C'était des choses. Et Monseigneur Dumas, quand il a été nommé prélat domestique vicaire forain, là, il a fait le tour des classes dans son déguisement coloré là, pour se présenter et expliquer ce qui était, puis c'était bien important, puis la couleur. C'est émouvant. Et voilà. J'ai beaucoup d'émotions ce soir aussi. Oui. Mario? Oui. Peux-tu expliquer, moi, c'est une question que j'ai toujours eu en tête, d'où vient son titre de Monseigneur? C'était pas un évêque? Là, moi, ça, là, je suis pas bon là-dedans. Je vais céder la parole peut-être à Denis. Oui. Ouais, c'était des titres, il y en a encore de ça. C'était des titres donnés par l'Église pour rendre un peu hommage aux personnages. Ils les appelaient Monseigneur. Lui était vicaire forain, puis prélat domestique. Alors, c'est des titres donnés par Rome là, pour rendre hommage un peu aux personnages. Là. Donc, et l'étape vicaire d'après... forain, il était comme en même temps responsable des curés autour, là, tu sais, quand il faisait des réunions. Là. Okay. Prélat domestique, c'est un titre, ça. Puis ça a une couleur. C'est pour ça que vous voyez, sur sa soutane, là, il y avait du rouge. Là, alors ici, là, autour de ses boutons. Là... Autour de ses boutons, lui, il y avait un cordon rouge. Là, puis sa ceinture rouge aussi. Ben, la couleur dépendait du titre. Là. On les appelait Monseigneur, mais ce n'était pas des évêques. Comme disait M. Turcotte. Là. Non. Alors, merci, Denis. Alors ici, donc, le kiosque du rang Saint-Jacques, j'ai appelé le kiosque, là, on ne sait pas trop quel nom donner exactement à cet espace-là, un reposoir, une chapelle, on ne sait pas exactement. Mais chose certaine, en fait, à cet endroit-là, du côté ouest du rang Saint-Jacques, donc entre la rivière et le chemin, alors, tout près là, de la regrettée maison des Paquettes là, sur le rang Saint-Jacques. Et juste derrière cette petite chapelle-là, ce petit kiosque-là, il y a un abaissement en fait des falaises et à cet endroit-là, précisément, en fait, les paysans, les paysans là, au début de la colonie, là, à la fin des années 1600, au début des années 1700, dès ce moment-là, circulaient, en fait, traversaient la rivière l'été avec des chevaux ou à pied même, là, juste derrière. Et cet endroit-là faisait en sorte, donc, il y avait une eau relativement calme et facilement baignable. Puis, bien, justement, en fait, je crois que c'est le curé Morissette qui était le prédécesseur de Mme Falardeau, dit la grotte du rang Saint-Jacques. Là, effectivement, il y en a qui appellent ça comme ça aussi également. Là. Donc, il y avait des baigneurs, donc des gens qui allaient se baigner là, dans la rivière à cet endroit-là. Et évidemment, je crois que c'est le curé Morissette ou par la suite, là, le curé Dumas, j'oserais pas me prononcer avec certitude, qui avait émis un avis là, qui disait que c'était totalement scandaleux là, le fait de voir des gens se baigner dans la rivière à cet endroit-là et que la construction là, donc, de cette grotte, de ce kiosque, de cette chapelle serait causée là, justement par le scandale qui avait été causé à cause de la baignade avec des gens en maillot de bain, rien de moins. Ça, dans la rivière Saint-Charles, là, juste derrière cet endroit-là, là, tout juste avant d'arriver au boulevard Chauveau, là, comme vous connaissez aujourd'hui. C'était l'abbé Morissette. C'était l'abbé Morissette, hein, oui, c'est ça. Je ne me suis pas trompé au début, bien sûr, quand j'ai dit curé Morissette. Alors, voilà. Alors, aujourd'hui, pour nous faire pardonner nos péchés, eh bien, on va prier dans la grotte. Alors, M. Gariepi, à nouveau, la parole est à vous. À cet endroit-là, dans les années 50, là,
quand c'était le mois de Marie, Oui. il y avait un regroupement le soir après le souper. Donc, les gens se rendaient là, c'est au mois de juillet, là? Ouais. Non. Ça devait être le mois de mai. Ah, ben, excusez-moi, je pense, mais je ne suis pas sûr. Ben, on a des photos aussi là, à la Société d'histoire. C'est vrai que j'aurais pu les mettre, je pense, après, là, où on voit des marcheurs là, effectivement qui se rendent là, justement à cet endroit-là. Effectivement, là, puis il n'y a pas de feuilles dans les arbres trop encore. Là, fait que ça se pourrait que ce soit effectivement au mois de mai. Là. Ben, il y avait le mois de Marie au mois de mai. Oui. Ah oui. Et puis il y a la fête de l'Assomption encore. Il y a encore des cérémonies. Là. Actuellement, là. Le 15 août, à la fête de l'Assomption, il y a encore une messe. Là. Ah. Diane pourrait en parler. Oui, ben, il y a Mme Falardeau, justement, qui a levé la main. Allez-y, Mme Falardeau, on vous écoute. Oui, je confirme qu'il y a encore au mois de mai, là, des soirées où les gens se regroupent pour aller prier. Là. Excellent. Ben, merci beaucoup pour l'information. J'avais déjà entendu parler aussi d'un événement qui serait survenu derrière ou dans le bas près de la rivière. OK. Quelqu'un qui serait décédé là, mais c'était nébuleux. Je ne sais pas si ça fait partie des scandales, mais vous avez jamais entendu parler de ça, cette histoire-là? Moi, ça ne me dit rien. Il faudrait peut-être demander à des gens de la famille Paquette là, qui habitent en face, qui sauraient plus nous le dire. Okay. Mais moi, ça me dit rien. Parce qu'il y aurait eu un décès, là, mais un décès qui était violent? C'était un meurtre ou quelque chose du genre là, qui aurait eu lieu là. OK, mais ça ne me dit rien, honnêtement. OK. On l'a entendu, puis on va se mettre là-dessus. Diane, parles-tu de 1990? Oh non, d'après ce que j'avais entendu, ça serait beaucoup plus loin que ça. En 1990, il y avait eu quelque chose en bas. Là. Non, ça aurait été plus vieux que ça, d'après ce que j'avais entendu. Okay. Bon, ben, merci beaucoup. Alors, donc, le kiosque du Rang-Saint-Jacques, la grotte, alors qui a été érigé à la suite là, de demandes du curé Morissette, entre autres parce qu'il y avait de la baignade douteuse tout juste derrière. Ma prochaine, ici, là, j'ai mis une photo, j'aurais pu mettre n'importe quelle autre. Là. Évidemment, cette photo ne représente pas l'idée derrière ce que je veux vous dire. J'ai intitulé la diapositive « Le canotage libertin ». Alors, je me demandais vraiment comment le qualifier, le canotage. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les gens qui sont dans le canot, vous comprenez bien. Mais il y a toutes sortes d'histoires à la Haute-Saint-Charles hein, qui disent qu'il y a des gens qui se louaient des canots chez Canot Légaré, puis qui remontaient la rivière Saint-Charles et qui tournaient rapidement à gauche sur la rivière que l'on appelle la rivière des Amoureux, et qui, donc dans cette rivière, la rivière Nelson, se posaient avec leur canot sur la berge et sortaient le canot, le mettaient un peu à l'envers sur le côté, puis bien passaient à des échanges de salive dans cet endroit un peu caché du reste de la civilisation. Alors, c'est pour cette raison, semble-t-il que le surnom de la rivière Nelson serait à cet endroit la rivière des Amoureux, parce qu'apparemment, les amoureux se louant un canot allaient à cet endroit pour faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire à la maison parce que le père ou la mère bloquait la galerie ou bloquait le salon ou je ne sais pas quoi. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a quelque chose à dire à propos de ça? Je vous écoute. Bon, évidemment, là, on ne peut pas se commettre parce qu'on ne voudrait pas révéler des secrets. Mais, en tout cas, c'est des rumeurs que j'ai déjà entendues. Des gens qui se sont rencontrés amoureusement en ayant préalablement loué un canot chez les canots Légaré ou autre endroit où on peut louer un canot. Enfin. Jacques Parent, il n'y a pas d'expérience là-dedans. Jacques Parent est-il dans la salle? Je ne sais pas. Je ne vous vois pas, en fait. Monsieur Lucier. C'est moi-même, monsieur Vincent Savard qui me parle, je crois. Allez-y, monsieur Savard. C'est pas très scabreux, là, mais je peux vous confirmer qu'étant jeune, oui. Les tantes, les sœurs de ma mère allaient se baigner sur la rivière Nelson
Oui. Rivière des Amoureux, je les ai jamais vus accompagnés de garçons, Non. mais la faute qu'on craignait qu'elle commette, c'était de se faire prendre par un surveillant de la Ville de Québec qui devait s'assurer que personne ne se baignait dans la rivière en haut du barrage. Pour protéger les eaux d'alimentation, c'est-à-dire l'eau d'alimentation de la ville. Ben, je comprends Parce donc. que déjà dans les années 50-60, la Ville de Québec exerçait un interdit sur la baignade. Oui. Parce qu'on se retrouve à cet endroit en haut du barrage, donc de la prise d'eau. Et on ne voulait pas souiller l'eau potable de la Ville de Québec par notre baignade libertine ou non, là, bien sûr, on le comprend bien. Ben, aujourd'hui, en fait, je crois que cette interdiction existe toujours. Est-ce que je me trompe? Je crois qu'elle existe toujours. Puis tenait, puis... On est passé normal, ça commence. Ouais, OK, on a entendu M. Roy. Alors, merci, M. Savard, pour votre histoire donc de baignade dans la rivière des Amoureux. Ah, mon frère Guy me confirme, là, ayant des liens avec Canot Légaré, que c'est toujours interdit de se baigner ou même d'utiliser un bateau à moteur à essence là, au-dessus de la prise d'eau. Voilà. Alors, la prochaine diapositive. Alors, ici, là, on a une photo. Je vous raconte l'histoire de cette photo-là. De la famille Baller. Vous connaissez Bertha Baller, bien sûr. Alors, cette dame ici là, serait la mère de Bertha Baller. En fait, elle était d'origine juive ukrainienne. Ils auraient fui, en fait, sa famille. Ils auraient fui, en fait, d'abord, le père a fui à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Les exactions qui étaient posées envers les gens de religion juive dans ce territoire-là de la Russie pré-soviétique, on va dire ça comme ça. Et par la suite, le restant de la famille, là, sa femme l'a suivi là, par la suite et ils se sont établis dans cette famille à Loretteville, à l'endroit que vous connaissez, au coin de Valcartier et de la rue Racine, côté nord-est. Alors, Bertha Baller, donc la fille du couple, est décédée là, comme fille unique là, dans les années 60, dans les années 1960, là, dans un accident épouvantable. Là. Elle s'est fait frapper sur la rue Saint-Paul au Saule par un camion qui l'a frappé, puis il y en a un autre qui est venu en sens inverse, puis qui l'a refrappé une deuxième fois. Là. La pauvre dame est décédée comme ça. Mais, et cette photo, en fait, a été trouvée, la photo que vous voyez à l'écran présentement, a été trouvée là, par M. Alfred Martel, que je n'ai pas cru voir tout à l'heure là, dans notre réunion. S'il s'est joint, là, je lui dis bonsoir. Donc, c'est lui qui avait cette photo-là. Et derrière la photo, c'était inscrit effectivement là, Madame Baller, là, du nom là, de la mère de Bertha, que certains ici ont déjà connu. Alors là où il y a scandale, c'est pas tant qu'il y a des Juifs ukrainiens qui se soient établis ici, mais j'oserais dire que le scandale, en fait, vient probablement de la publication d'un journal qui a existé là, et dont on a copie là, des numéros à la Société d'Histoire, dont le titre était Le Croissant. Alors, le journal Le Croissant, en fait, était un journal un peu d'opinion, en fait, qui a été publié en 1938-39 et au début de l'année 1940. Et dans ce journal-là, en fait, là, on se positionnait à la veille et au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et entre autres, il y avait des pubs là, dans le bas des pages là, où c'était écrit, entre autres, il y avait d'autres choses, là, mais entre autres, c'était écrit « N'achetez pas chez les Juifs ». Alors moi, je pense que c'est là que ça faisait scandale parce que ces gens étaient de religion juive. Et même s'ils étaient dans la communauté à 99% chrétienne catholique, là, bon, disons à 95% chrétienne catholique, à 4% anglicane, puis à 1% juive, on va dire ça comme ça, ben, ces gens-là faisaient leur vie, leur travail, puis il y avait un magasin, puis tout ça. Là. Alors donc, c'est sûr que ça s'insère dans un courant d'un temps bien précis, là, mais ceci étant dit, là où il y a, à mon sens, puis je suis un peu dans l'opinion, là, scandale, c'est vraiment là, dans ces messages-là là, de ne pas acheter chez les Juifs. Alors voilà, vous auriez plein d'histoires à raconter sur Bertha Baller. Et je tiens à dire que de elle, précisément, on n'a aucune photo.
Le seul regard qu'on a eu de cette dame-là, c'est un portrait, une toile qui a été faite par Mme Durand, Mme Céline Durand, qui est membre du conseil d'administration de la Société d'histoire. Elle a fait un portrait à partir de son souvenir de cette dame Bertha Baller. Voilà. Le tunnel à vache sous le chemin de fer. Alors, moi, j'ai entendu des histoires du tunnel à vache sous le chemin de fer dans le coin de l'aréna de Loretteville, racontées, entre autres, par mon frère Michel, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que moi, là, qui a 12 ans de plus que moi, et qui, lorsqu'il allait à la polyvalente de Loretteville, dans les années 70, se réunissait avec d'autres amis de son âge, donc des messieurs de 60 ans aujourd'hui, on va dire ça comme ça, dans le tunnel à vache, pour respirer un genre d'herbe qui rend de bonne humeur. J'ai déjà entendu des histoires comme celle-là qui se seraient déroulées dans le tunnel, dans ce dit tunnel à vache sous le chemin de fer, dont je n'ai pas mémoire pour l'avoir vu. Et il semblerait que ça avait été érigé spécialement pour faire passer des vaches, mais qu'apparemment aucune vache ne serait jamais passée à travers ce tunnel-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des histoires à raconter à propos de ce tunnel-là. La photo qu'il y a là, c'est une photo des Martels, ça, Mario. Ça doit être Alfred qui t'a donné ça. En haut à gauche, la madame qu'il y a là, c'est la mère Alfred, là, qui est décédée quand il était jeune. Ici, là, c'est une Puis dame en Mercier. avant, le petit garçon, c'est mon oncle Guy, là, le frère Agile qui est là. Hein. Ça doit dater des années 30, 35 peut-être dans ce coin-là. Merci, ouais, peut-être un peu plus que ça, 40 dans ce coin-là. Cette photo-là, je l'ai prise en fait sur le site des anciens de Château-d'Eau. Des gens qui vivaient à Château-d'Eau. Là. Je ne savais pas. Là, tu me dis que je la reconnais, là, la dame Mercier. Oui, Paola Mercier, puis Albertine Martel à droite. Là. Ici, là. Oui. Alors, puis là, tu dis que c'est ton oncle. Je le reconnais ici maintenant que tu me le dis. C'est Guy, tu dirais, Guy Martel? Guy, oui. Puis, mais je ne savais pas que c'était dans votre gang. Là. Moi, j'étais vraiment sur le site là, des gens de Château-d'Eau. C'est probablement Robert Martel ou quelque chose comme ça qui l'a prise. Je ne sais pas où. Il faudrait que je regarde pour voir qui l'a mis à quel moment. Là. Ou peut-être Marcel Allard là, également, qui était un gars qui mettait beaucoup de photos sur ce site-là aussi. Là. Il y a Denis Paul qui voudrait peut-être compléter. On dit le tunnel à vache. Il y avait un terrain de golf de chaque côté de la voie ferrée. C'était pas un passage pour les golfeurs aussi? Là? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Peut-être aussi. Là. Je ne pourrais pas dire. Mais enfin, est-ce que tu l'avais déjà vu, toi, Jean-Sébastien, cette photo-là? Oui. Pas sûr, j'en ai encore dans les albums à la maison que je n'ai pas tout scanné, mais ça se peut que j'en ai une copie. Il faudrait que je regarde, je ne suis pas certain. Je pense pas. Puis ta tante Albertine, c'est elle qui habitait pas très loin là, du stationnement de l'Aréna, je pense. Hein? Oui, elle, c'est la tante à ma mère, dans le fond. Elle habitait. Il y avait la friperie, là. Oui, c'est ça, exact, en face de la station-service. Oui, c'est ça, sur des étudiants. Là, des étudiants, oui, c'est ça, exact. Quasiment au coin de votre quartier. Bon, mais ça, c'était pas très loin. La petite église. Là, exact, à côté de l'église, anciennement anglicane. Ouais. Merci. Alors, le tunnel à vache, lieu de scandale, lieu où les jeunes ados des années 70 apparemment se réunissaient pour aller prendre une petite bière secrètement ou, c'est ça, là, faire des rencontres dans le tunnel, on va dire ça de même. Et autre scandale. Écoutez, là, moi, là, des scandales, là, j'ai essayé d'en trouver. J'avais toutes sortes d'idées, évidemment, des scandales plus récents. Je ne sais pas trop parce que des fois, il y a des histoires un peu nominatives, puis je ne voulais pas mettre des gens dans l'embarras, mais j'aimerais ça savoir. Puis je vais départager mon écran là, pour vous parler d'autres scandales parce que je n'ai plus rien à vous montrer par la suite, là, sauf de vous dire merci. On se revoit le 2 février 2022 là, et je vais départager pour pouvoir vous voir puis peut-être envisager de voir s'il n'y a pas d'autres scandales, d'autres questions liées à la morale ou à des situations particulières qui ont été vécues sur le territoire. Là, je vois que Denis a la main levée. Là. Je ne sais pas si c'est une vieille main ou une main active. Là.
J'ai vu, la main est baissée, ça devait être une vieille main. Alors, y a-t-il d'autres scandales, y a-t-il d'autres affaires là, qui vous viennent à l'oreille ou que vous avez envie de partager sur notre histoire locale? Là, je ne saurais trop sur la moralité. Jean-Sébastien, vas-y. Justement, le frère à mon grand-père, qui s'appelait Alfred Martel aussi, il était curé, puis il y a un de leurs frères qui, à un moment donné, s'appelait Rosaire Martel. Il était un peu plus vieux que mon grand-père, que lui, il s'est accoquiné avec une veuve qui venait de Valcartier, puis qui n'était pas de la même religion. Je ne sais pas si c'était anglican ou protestant, comment il appelait ça. Fait que supposément que ce prêtre-là, Alfred Martel, il aurait été déplacé pour aller dans les Laurentides, là, au lieu de pratiquer dans la région de Québec, là, peut-être parce que ça faisait scandale dans la famille. Mais je sais que Rosaire Martel, finalement, il avait déménagé à La Tuque, là, avec cet anglophone-là qui s'appelait Clara Boyd. Peut-être parce qu'il y avait de la chicane dans la famille avec ça, tout ça. Puis il n'a pas donné beaucoup de signes de vie après ça au reste de la famille. Il a comme été s'isoler un peu, supposément. Fait que ça doit avoir généré des conflits. Supposément que mes arrière-grands-parents étaient très religieux ou très stricts. Là. Fait que peut-être ça n'a pas passé. Ça, c'est la génération de ton grand-père, Noël Martel. Là. Ouais, ben son père à lui, là, qui avait la maison à côté du Ultramar, là, sur Valcartier, Alphonse Martel. C'est sûr que ce que ma mère me disait, c'est qu'il était très religieux. C'est ça. Là. Fait que peut-être qu'ils n'ont pas accepté qu'il n'était pas marié et qu'il était avec une veuve d'un autre. C'est ça, il ne s'était pas marié avec elle. Il s'était pas marié, puis c'est sûr, elle était veuve, tout ça, puis il était anglicane. Fait que ça n'a pas, d'après moi, ça a causé des petites frictions dans la famille. Puis là, le prêtre, lui, il a été délocalisé pour aller plus proche de Montréal. Ouais. Dans les Laurentides. C'est ce qu'ils disent. Gilles, il y avait un peu d'informations là-dessus. Tout ça. C'est ce qu'ils qui ont l'air à penser. Mais, en tout cas, scandale de l'époque. Scandale dans la famille Martel. Merci. Lisette a également levé la main. Lisette, la parole est à toi. Okay. Un autre scandale qu'on connaissait dans les années 60, c'était les chauffeurs de taxi. OK. Eux autres, ils vendaient de la boisson en allant reconduire les gens. Alors, entre autres, il y en avait une couple qui était très, très renommée pour ça. Ah ouais? On a-tu des noms? Oui, mais on ne les donnera pas parce qu'il y a encore... les donnera pas parce qu'il y a encore du monde avec nous autres aujourd'hui. Ouais, c'est ça. J'ai une petite idée. C'est bon, merci, Lisette. C'est drôle parce que je suis aussi tombé sur une nouvelle en cours de route, là, puis je me suis rendu compte que dans cette version-là de mon PowerPoint, je ne l'avais pas. Mais le 17 juillet 1918, je vais vous la dire, je la sais par cœur, là. Le 17 juillet 1918, il y a une personne de notre territoire qui s'appelle Édouard Durand, qui est le père, justement, à Mme Céline Durand, là, qui est membre de notre conseil d'administration. Donc, Édouard Durand avait été conscrit durant la Première Guerre mondiale. Donc, il avait été, j'allais dire délégué, mais ce n'est pas le bon mot. Là. Il avait eu l'obligation, en fait, de joindre l'armée durant la Première Guerre mondiale. Puis, bien, ce que je comprends là, dans les nouvelles, c'est qu'il avait contesté, en fait, son état de conscrit et son avocat, Édouard Garneau, dans la nouvelle que j'ai trouvée, était nul autre que Armand Lavergne. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un peu l'histoire politique du début du 20e siècle et de la fin du 19e, mais Armand Lavergne était un député libéral très, très proche de Wilfrid Laurier. Et il s'était positionné contre la conscription, Armand Lavergne. Il y a même des rumeurs qui disent qu'Armand Lavergne serait l'enfant illégitime d'une union entre Wilfrid Laurier et la mère d'Armand Lavergne. Mais enfin, c'est une autre histoire. Et c'est lui qui défendait Édouard Garneau, donc le père de Édouard Durand, pardon, le père de Mme Céline Durand, grand-père de Marc Durand, là, que vous connaissez, là, le journaliste sportif et tout ça. Là. Alors, et donc, dans la nouvelle, on dit qu'il doit comparaître telle date à tel endroit, sinon il sera emprisonné. Là. Alors, donc, je trouve ça très, très, très intéressant comme nouvelle, parce que la conscription en soi a fait scandale. Là. Je me souviens d'avoir jasé avec un monsieur qui habitait sur le rang Saint-Claude
il y a plus d'une dizaine d'années, qui me disait que dans le grenier de sa maison où il habitait, qui était la maison de ses parents, il avait gardé un oncle durant la Deuxième Guerre mondiale, caché afin de lui éviter la conscription. Là. Alors, cette question-là de la conscription, plus largement, en fait, est une question, en fait, qui reste très préoccupante, très intéressante là, pour notre histoire locale également, là, parce que c'est certain qu'on a des personnages comme Édouard Durand là, qui ont été conscrits. Bien, lui, il s'est opposé à ça, puis de mémoire, là, pour en avoir parlé avec Mme Durand, ben, il n'est pas allé finalement à la guerre. Puis, ben voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des histoires de conscrits également à raconter. Monsieur Lucier. Monsieur Savard. Vous avez parlé des modes vestimentaires scandaleuses qui étaient dénoncées par le clergé. Je vous rappelle qu'à une certaine époque, des jeunes filles se sont mis à porter des pantalons courts qu'on appelait des Bermudas. Là, on s'est interrogé sur la longueur du Bermuda pour savoir s'il était scandaleux ou non. Et ça se passe dans les années 60, ça. Oui. Vous avez vécu le scandale. Est-ce que vous avez vécu le scandale, M. Savard? Ben moi, je portais des pantalons courts, moi aussi, puis je trouvais ça bizarre qu'on défende aux filles d'en porter. Oui. Je ne comprenais pas pourquoi. Alors, je suis toujours resté avec cette impression d'incompréhension ou de doute sur la pertinence d'interdire le port du Bermuda. Alors, je ne sais pas si un jour le clergé s'est réformé, mais en tout cas, aujourd'hui, on voit des jeunes filles porter des pantalons pas mal plus courts que ça. Là. Certainement. Et très saillants. Sans l'ombre d'un doute. Alors, Lisette et ensuite Denis. Lisette, d'ailleurs, le curé du Mont, M. Savard, c'est ça qui dénonçait, entre autres, là, puis il faisait publier des nouvelles dans le Loretain dénonçant la longueur de ci, de ça. Là. Il n'était pas content. Alors, Lisette, la parole est à vous. Effectivement, quand on allait à la piscine de Loretteville dans les années 60, on n'avait pas le droit d'y aller en culotte courte. Il fallait mettre une petite robe qui dépassait le genou. Oui. Ben oui, c'est évident. Puis on avait 10 ans. Ben oui, on avait 10 ans. Que voulez-vous? C'est ça, hein? Sinon, c'était scandaleux, là. Oui. Qu'est-ce qu'on aurait pu bien penser de vous autres? Eh, tabarouette, hein? C'était pas juste ça, c'est que nos parents pouvaient avoir une amende. Hein? C'est vrai? Par la ville? Oui. Ah ouais, ça, je trouve ça intéressant. Ben, pas l'amende, là, mais de l'information. Oui, c'était le règlement de la ville. Et pas l'air, hein? Alors, le règlement de la ville de l'époque, c'était peut-être que c'était l'époque où Jean-Roger Durand était maire. Je ne sais pas. Si c'était l'époque où Jean-Roger Durand était maire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me permet de le dire. Alors, dans le journal Le Croissant, en fait, dont j'ai parlé tout à l'heure, où on indiquait « N'achetez pas chez les Juifs », un des rédacteurs en chef de ce dit journal était nul autre que Jean-Roger Durand lui-même. Alors, le même personnage. Mais enfin, c'était l'époque, hein, je le rappelle. Je ne fais pas le procès de quiconque ici ce soir. Alors, Denis a également la main levée. Denis. Si je me rappelle bien, il y avait un petit conflit entre curés, parce que le curé Robitaille de Château-d'Eau permettait ou autorisait que les filles soient en Bermuda dans les rues. De Château-d'Eau. De Château-d'Eau, parce que c'était une place de villégiature. Alors, quand les filles descendaient à Loretteville, dès qu'ils traversaient la traque, la voie ferrée, ils se faisaient regarder. C'était des petits conflits comme ça. Là, il y avait deux paroisses, deux municipalités qui se côtoyaient jusqu'en 1965 et ça se... Ouais, il y en avait un qui était plus lousse que l'autre. Hein? Pas mal. Le curé Robitaille était plus lousse que le curé Dumas, je pense. Hein? Moi, j'ai compris ça. Je ne les ai pas connus, mais j'ai compris ça, hein, quand même. Sinon, d'autres scandales ou questions de ce type que vous voulez nous partager collectivement ici ce soir? Il semblerait que non. Alors, bien, écoutez, c'est dans le scandale, ce n'est pas dans le scandale que je vais terminer cette soirée avec vous. Comme c'est la dernière fois qu'on se voit avant l'année prochaine, parce qu'on est le premier mercredi du mois de décembre de l'année 2021, en fait, je tiens personnellement et au nom du conseil d'administration, là, on est quelques membres ici ce soir, là, Lisette Godbout, Denis Paul, Hugo Chouinard,
qui sont là. Donc, je tiens au nom de tout le monde de vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Je vous invite à rester ultra prudent aussi du point de vue de la santé. Nous, on s'était dit comme conseil d'administration qu'on ne savait pas encore qu'est-ce qu'on allait faire pour nos mercredis d'histoire à partir du prochain, qui sera en février. On n'a pas encore décidé. Puis là, la situation sanitaire s'envenime un peu. Du moins, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on voit. Fait qu'on n'a pas encore décidé comment ça va se dérouler. Nos mercredis d'histoire à partir de février. Mais sachez que Hugo, notre responsable aux communications, va vous informer là, assez rapidement là, quand on va avoir pris les décisions sur comment que ça va s'organiser. Il y a toujours l'idée de continuer comme on fait présentement via Zoom. Sinon, éventuellement, on va revenir en présence, mais je ne sais pas si en février, on va être correct pour le faire. En février, ça tombe le 2 février, si je ne me trompe pas. En janvier, on fait relâche, là, évidemment, parce que le premier mercredi de janvier là, doit arriver assez tôt dans les premiers jours de janvier, puis on est tous un peu dans la dinde, la farce et la tourtière. Là, fait qu'on ne fait pas nos activités en janvier. Mais sachez que, en mon nom et au nom du conseil d'administration, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent temps des fêtes. Puis faites attention à vous autres. Puis merci encore de votre participation. Merci, Mme Falardeau, votre gentil mot qui nous dit bon temps des fêtes et merci pour ces soirées fort agréables. Pour moi, c'est un bonheur de partager mes petites recherches et mes petites découvertes avec vous tous. Un merci spécial ce soir à Jean-Sébastien de nous avoir permis de partager un extrait vidéo, ce qu'on n'a pas fait souvent dans nos mercredis d'histoire jusqu'à maintenant, là, dans les 10 dernières années. Merci beaucoup à toutes et à tous. Salut! Bon temps merci, des fêtes. bonne soirée. Bye bye tout le monde. Merci.